Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vanessa Williams n'avait jamais oublié d'où elle venait. Née et élevée dans le quartier populaire de West End, à Atlanta, elle avait grandi entourée d'une famille aimante, mais aussi d'une réalité sociale rude. Sa mère, Loretta, infirmière dévouée, et son père, James, professeur d'histoire dans un lycée local, lui avaient transmis des valeurs solides, le respect, la persévérance, et surtout, le courage de se battre pour ce qui est juste. Dès son plus jeune âge, Vanessa avait été confrontée au poids du racisme et des préjugés. À l'école, elle était souvent la seule élève noire de sa classe, parfois moquée, parfois ignorée, mais jamais brisée. « Tu devras travailler 2 fois plus dur que les autres », lui répétait sa mère. Cette phrase, elle l'avait gravée en elle comme un mantra. Sa passion pour la justice s'était éveillée très tôt, inspirée par les récits de Thurgood Marshall et Ruth Bader Ginsburg, des figures qui lui avaient montré que même face à l'adversité la plus dure, la loi pouvait être un levier de changement. Elle avait donc poursuivi ses études avec une détermination inébranlable, bravant les obstacles financiers et les doutes de certains professeurs qui ne voyaient pas en elle qu'une étudiante prometteuse, mais pas plus. À la faculté de droit de l'Université de Géorgie, Vanessa s'était imposée par son intelligence et sa rigueur. Elle ne se contentait pas d'apprendre la loi, elle voulait la transformer, la rendre plus juste pour ceux qui en étaient trop souvent exclus. Elle s'était spécialisée dans les droits civiques, prête à défendre les sans-voix. Après des années d'efforts, de sacrifices et de nuits blanches à rédiger des mémoires, elle gravit un à un les échelons, avocate engagée dans des affaires de discrimination, procureur aux prises avec des dossiers sensibles, puis juge. À 46 ans, Vanessa venait d'être nommée juge en chef à la Cour d'appel de l'État de Géorgie, une première historique pour une femme noire dans la région. Ce poste, aussi prestigieux soit-il, était une victoire difficile. Derrière les sourires de façade, elle savait que plusieurs de ses collègues la considéraient avec suspicion, voire hostilité. Certains murmuraient qu'elle n'avait pas sa place, d'autres tentaient subtilement de la discréditer. Mais Vanessa, forte de son vécu, avait appris à ignorer les regards biaisés et à avancer avec dignité. Ce soir-là, après une journée harassante, elle venait de rendre plusieurs décisions courageuses, une condamnation contre une grande entreprise accusée d'exploitation, un verdict favorable à une association de défense des droits des minorités. Chaque décision avait été une bataille, mais elle les avait gagnées. Le poids de la responsabilité pesait lourd sur ses épaules, mais aussi la fierté de savoir que son travail pouvait faire une différence. Elle rentra chez elle, dans son appartement modeste mais chaleureux, situé à quelques rues du palais de justice. Elle gara sa Tesla noire, propre et brillante sous les lampadaires, dans une rue calme bordée d'arbres. Ce moment de tranquillité lui permit un instant de répit, avant que la nuit ne lui réserve une autre épreuve. Alors qu'elle terminait de garer sa voiture dans la rue paisible, Vanessa s'apprêtait à sortir de sa Tesla noire, un léger soupir de fatigue sur les lèvres après cette journée éprouvante. L'air frais du soir caressa son visage, et elle s'apprêta à fermer la portière lorsque, soudain, un hurlement strident déchira le calme. Derrière elle, 2 voitures de police surgirent à toute vitesse, leurs gyrophares illuminant la rue d'éclats bleus et rouges. En un instant, elles bloquèrent la route, coupant toute issue. Vanessa se figea. Le claquement sec des portes qui s'ouvraient retentit alors que 2 officiers en descendaient prestement, affichant une attitude rigide et déterminée. Le premier, un homme blanc dans la trentaine, au visage marqué par la sévérité et le regard dur, s'avança d'un pas décidé. C'était l'agent Brandon Tate, un policier connu dans la brigade pour son tempérament abrasif et ses préjugés raciaux qu'il dissimulait à peine derrière son uniforme. « Sortez du véhicule, madame », lança-t-il sèchement, sans la moindre invitation. Vanessa, d'abord surprise, prit une profonde inspiration et obéit calmement, ouvrant lentement la portière. Elle leva les mains légèrement, montrant qu'elle ne cherchait pas la confrontation. « Quel est le problème, officier ?» demanda-t-elle d'une voix posée, maîtrisée. Tate la dévisagea, un rictus méprisant sur les lèvres, ses yeux sombres braqués sur elle comme s'il cherchait à déceler un mensonge. « Ce véhicule correspond à la description d'une voiture volée, et vous ne ressemblez pas à la propriétaire, » répliqua-t-il d'un ton accusateur, trahissant son scepticisme. Vanessa sentit son cœur battre un peu plus vite, mais elle resta droite.
Je suis la propriétaire. J'ai les papiers et la carte grise dans mon sac. Je suis juge à la cour d'appel, répondit-elle, sortant lentement son badge et le tenant bien en vue. Un éclat de rire amer s'échappa des lèvres de Tat, résonnant comme une insulte plus qu'une moquerie. Juge? C'est ça. Et moi, je suis roi d'Angleterre, railla-t-il, le ton chargé de sarcasme. Il se tourna vers son collègue, un jeune officier visiblement mal à l'aise, et ordonna sèchement. Menottez-la. Les mains de Vanessa furent brusquement saisies. La sensation froide des menottes qui se refermaient sur ses poignets fit monter en elle un mélange de honte et de colère, une douleur sourde d'injustice qu'elle tenta de dissimuler sous un masque de calme. Dans la pénombre de la rue, une voisine, témoin de la scène, sortit son téléphone pour filmer. Le claquement sec de la caméra sur le plastique se mêlait au souffle court de Vanessa, qui savait que chaque seconde de cette humiliation était désormais capturée. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à maîtriser cette tempête intérieure. Elle savait que céder à l'émotion pourrait aggraver la situation. Alors, elle inspira profondément, releva la tête et regarda droit devant elle, avec la dignité qui avait forgé toute sa vie. Quelques minutes à peine après l'arrestation, la vidéo amateur tournée par la voisine avait déjà commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook, Instagram, les images de Vanessa Williams, juge en chef menottée dans une rue calme d'Atlanta, provoquaient l'indignation. Les commentaires fusaient, dénonçant un acte scandaleux et raciste, tandis que les médias locaux reprenaient l'affaire, alimentant une vague de protestations. Au cœur de cette tempête médiatique, Michael Reynolds, procureur général de l'État de Géorgie, reçut plusieurs appels urgents. Homme dans la quarantaine, Michael était réputé pour son intégrité sans faille et son combat déterminé contre les discriminations systémiques qui gangrenaient les institutions publiques. Il connaissait personnellement Vanessa depuis leurs années d'université, partageant avec elle la même vision d'une justice équitable. En voyant les images, Michael sentit une colère froide monter en lui. Cette injustice était intolérable. Sans perdre une seconde, il se précipita vers le lieu de l'incident, accompagné de son assistant. En arrivant, il trouva Vanessa toujours menottée, entourée par plusieurs policiers, dont l'agent Brandon Tat, qui affichait un air provocateur, sûr de son impunité. Michael s'avança d'un pas ferme, la voix calme mais autoritaire. « Officier, vous commettez une grave erreur, déclara-t-il. Cette femme est la juge en chef de la cour d'appel. Vous l'arrêtez uniquement parce qu'elle est noire. » Le silence tomba. Tat, serrant les mâchoires, tenta de répondre, cherchant à défendre son acte. « Nous suivions un protocole, monsieur le procureur. Ce véhicule correspond à une description. » Mais Michael l'interrompit d'un ton tranchant. « Ce protocole est une façade pour un abus de pouvoir raciste. Je vous avertis, si Vanessa Williams n'est pas libérée immédiatement, je lancerai une enquête approfondie et porterai plainte contre chacun d'entre vous pour discrimination et violation des droits civiques. » Face à cette détermination, les autres officiers échangèrent des regards hésitants. Tat, sentant que la pression montait, se recula sans un mot. Les menottes furent alors retirées des poignets de Vanessa. Elle inspira profondément, soulagée, mais encore secouée. Michael posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'êtes pas seule, Vanessa. Nous allons faire en sorte que justice soit rendue. » Le lendemain matin, dans une salle lumineuse d'un hôtel situé à 2 pas du palais de justice d'Atlanta, Vanessa Williams prit place face à une mer de micros et d'objectifs braqués sur elle. La tension dans la pièce était palpable, journalistes, caméras, représentants d'associations de défense des droits civiques, tous étaient là pour entendre sa voix. Quand Vanessa se leva, son regard était déterminé, empreint d'une force née de l'injustice subie et d'une volonté farouche de changement. Elle s'adressa à l'assemblée d'une voix claire et posée, chaque mot résonnant avec gravité. « Je suis ici aujourd'hui non seulement pour dénoncer ce qui m'est arrivé hier soir, mais pour parler de ce que subissent chaque jour des milliers, voire des millions de personnes dans notre pays. Ce n'est pas un fait isolé, ni un malheureux accident. C'est un symptôme profond, un symptôme d'un racisme systémique qui gangrène nos institutions, y compris celles chargées de protéger et de servir. » Les flashs crépitaient, tandis que les caméras filmaient chaque geste, chaque intonation. Son message était simple, mais puissant,
L'injustice qui la frappait était le reflet d'un mal plus vaste, endémique. Trop souvent, des personnes sont arrêtées, humiliées, et traitées injustement uniquement en raison de la couleur de leur peau. Il est temps que cela cesse. Nous devons bâtir un système judiciaire et policier qui respecte réellement les droits et la dignité de tous les citoyens. Les médias nationaux ne tardèrent pas à reprendre ces propos. Les journaux télévisés, les sites d'actualité et les réseaux sociaux amplifièrent son discours. Bientôt, des manifestations de soutien s'organisèrent dans plusieurs grandes villes, Atlanta, New York, Chicago, Los Angeles. Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, descendirent dans les rues, brandissant des pancartes clamant « Justice pour Vanessa » et « Stop au racisme systémique ». Dans le même temps, le département de police d'Atlanta ouvrit une enquête interne. Celle-ci révéla un passé trouble. Plusieurs plaintes antérieures avaient été déposées contre l'agent Brandon Tate, tout évoquant des comportements discriminatoires et abusifs. Le dossier complet mit en lumière un schéma de préjugés persistants, ignorés ou étouffés par la hiérarchie. Face à ces révélations, Tate fut immédiatement suspendu de ses fonctions, puis inculpé pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Sa carrière, autrefois promise à une ascension rapide, s'effondra en quelques jours. Dans les semaines qui suivirent l'affaire, une alliance solide et stratégique se forgea entre Vanessa Williams et Michael Reynolds, le procureur général. Leur collaboration allait bien au-delà de simples retrouvailles professionnelles, c'était la rencontre de deux âmes engagées, déterminées à faire basculer un système ancré dans l'injustice. Ils mirent rapidement leur notoriété et leur réseau d'influence au service d'une réforme ambitieuse. Ensemble, ils organisèrent une série de rencontres à haut risque, réunissant des législateurs, des activistes des droits civiques, des représentants des communautés marginalisées, ainsi que des chefs de police prêts à embrasser le changement. Ces réunions furent parfois tendues, marquées par des débats houleux où chaque mot pesait lourd. Nous ne pouvons plus tolérer ces abus, martelait Vanessa, passionnée. La loi doit protéger tout le monde, sans exception. La transparence doit devenir la règle, pas l'exception, ajoutait Michael, soulignant la nécessité de renforcer la formation des forces de l'ordre aux droits humains et à la diversité. Ils proposèrent un plan de réforme en plusieurs volets. Adoption de lois rigoureuses contre les violences policières, création d'un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les plaintes, généralisation de la formation à la gestion des biais raciaux, et amélioration des procédures de recrutement pour assurer une police plus représentative de la société. Mais ce combat ne fut ni simple ni rapide. Certains élus, influencés par des lobbies ou par une culture conservatrice, résistèrent avec force. Des voix s'élevèrent pour défendre le statu quo, arguant que la police devait être protégée pour mieux faire son travail. Malgré ces obstacles, la ténacité de Vanessa et Michael ne fléchit jamais. Ils menèrent campagne dans les médias, participèrent à des forums publics, organisèrent des tables rondes où la parole des victimes fut enfin entendue. Leur détermination finit par porter ses fruits. Peu à peu, la Géorgie vit émerger un nouveau cadre juridique, novateur et ambitieux, qui devint un modèle pour d'autres États confrontés aux mêmes défis. Parallèlement à son rôle d'initiatrice du changement, Vanessa continua à exercer son métier de juge en chef avec une énergie renouvelée. Chaque décision qu'elle rendait, chaque cause qu'elle défendait, était empreinte de cette expérience personnelle douloureuse mais transformatrice. Lors d'une cérémonie officielle organisée en son honneur, en présence de nombreuses personnalités politiques, juridiques et communautaires, Vanessa prit la parole avec une émotion contenue mais palpable. Nous devons tous nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures, déclara-t-elle, la voix ferme. Parce que la justice ne peut être véritablement aveugle que si elle est équitable et accessible à tous. Ce combat est le nôtre, celui de l'espoir, de la dignité et de la vérité. Dans cette salle, des applaudissements nourris éclatèrent. Certains avaient versé des larmes. Vanessa était devenue bien plus qu'une victime d'injustice, elle incarnait désormais une lumière guidant le chemin vers un avenir plus juste.